Et on ne compte plus le nombre de politiques qui défilent à Mayotte depuis quelques semaines, soit dans le cadre des élections européennes, soit en lien avec les deux projets de loi pour Mayotte. Et ce matin, nous recevons Olivier Marlex. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes arrivé, vous êtes le chef des députés, Les Républicains à l'Assemblée nationale. Vous êtes arrivé pour la première fois à Mayotte. Quelles ont été vos premières impressions? Écoutez, je compatis avec les Mahorais pour la situation absolument catastrophique, inacceptable qu'ils vivent avec l'immigration illégale. C'est une situation qui serait acceptée nulle part ailleurs sur le territoire national. Donc, qui demande un sursaut d'énergie. C'est plutôt bon signe que vous ayez des gens qui défilent. Bon, certains découvrent peut-être. Nous, à l'Assemblée, dans mon groupe, grâce à Mansour Kamardine, je veux dire, on parle, on interpelle. Je pense qu'on est le groupe qui a le plus évoqué, interpellé le gouvernement sur la situation de Mayotte depuis ces dernières années. Je le fais moi-même régulièrement grâce à Mansour. Lorsque je vous pose la première question sur vos impressions, tout de suite, vous parlez d'immigration clandestine. Justement, est-ce qu'il n'y a que ça qui frappe lorsqu'on arrive à Mayotte? Est-ce qu'on voit tout de suite qu'il y a une immigration clandestine ou il y a autre chose Bah, il y a qui beaucoup vous de vient choses. à Bah, écoutez, l'esprit? d'abord la beauté, évidemment, de Mayotte, de ses paysages, de son lagon. Voilà, je- euh, Parce que on les voit qu'il y a eu Mahorais rêvent d'un développement aussi, on hein. voit qu'il y a eu des choses formidables de fait. J'ai envie de dire d'ailleurs quand même que de revendiquer fièrement l'héritage de ce qu'a fait ma famille politique pour Mayotte. À chaque fois qu'il y a eu du développement à Mayotte, c'est à la droite qu'on le doit. Vous C'est pensez à évidemment quoi? c'est au président Chirac. Bah, je pense aux lois de programmation qui ont été faites pour le développement de Mayotte, que ce soit 2000, évidemment sans monter jusqu'à 1975, même si c'est évidemment fondateur, la loi de programmation de 1987 avec Chirac, la départementalisation. Enfin, il y a Justement, en toujours eu parlant une volonté très forte sous la droite. Malheureusement, depuis 12 ans que la droite n'est plus au pouvoir, on a le sentiment que tout va à volo. Justement, Mayotte est devenu département français sous l'ère Sarkozy, un républicain comme vous. Beaucoup de Mahorais estiment aujourd'hui qu'il s'agit d'une coquille vide à part le statut et des inconvénients tels que des impôts. Les Mahorais mènent encore des combats pour l'égalité, Bien, notamment l'égalité sociale. bien sûr, il faut mener ces combats. D'ailleurs, je voudrais dire que euh, Pourquoi on, avoir on- donné un statut de ah mais département sans rien au il faut final remarquer alors? que la départementalisation, elle a été votée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mise en œuvre à la fin de son mandat, et que malheureusement, il a été battu et que M. Hollande n'a pas tenu les Oui, promesses tout de était la écrit à départementalisation. l'avance. Donc je suis d'accord avec ce sentiment que peuvent avoir les Mahorais aujourd'hui, qu'ils ont les inconvénients sans en avoir les avantages. Donc le combat pour l'égalité sociale, évidemment, il est très important. Et ma famille politique, les Républicains, le mènent. Avec Mansour Kamardine, on s'est battu, notamment au moment de la réforme des retraites. Personnellement, j'ai, en tête-à-tête avec la Première ministre, je lui ai dit que c'était une condition sine qua non pour nous de revaloriser le minimum vieillesse à Mayotte. On l'a obtenu. C'est les Républicains, c'est la droite, c'est grâce à Mansour qu'on a obtenu cette mesure qui a eu une revalorisation de 30%. Il faut aller plus loin sur cette égalité salariale, évidemment sur le SMIC. Monsieur Hollande avait fait des promesses en disant au 1er janvier prochain, on aligne le SMIC. Ça n'a toujours pas été fait. Monsieur Macron ne l'a pas fait. Les retraites complémentaires. Le niveau des retraites à Mayotte est absolument scandaleux. Est-ce que ça veut dire aussi que vous, les républicains, vous n'avez pas assez de poids alors? On en a eu quand on a des rendez-vous législatifs qui permettent d'obtenir ces avancées. On en a eu sur la question des retraites, je viens de le dire, des retraites du minimum vieillesse. On va avoir un rendez-vous sur une loi Mayotte qui nous est annoncée. On compte bien avancer. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, j'ai regardé ce qu'avait fait évidemment ce gouvernement, on a suivi ça régulièrement. Sur les moyens, le CCT, le contrat Contrat de convergence? de convergence et de transformation. En réalité, le gouvernement dit qu'il y a eu beaucoup d'argent de mis, on parle d'un milliard six, Oui. mais en réalité, on a le sentiment que c'est vraiment pour courir après les événements. C'est-à-dire que ça concourt in fine à installer l'immigration comorienne durablement dans le pays. On construit des écoles parce qu'il faut accueillir une population supplémentaire, on construit du logement social parce que quand on casse des bidonvilles, il faut bien reloger les gens. Tout ça est assez... Voilà, c'est pas le développement de Mayotte, c'est pas les Mm. infrastructures dont Mayotte a besoin. Je regarde la circulation pour venir ce matin, j'imagine le cauchemar que vivent les Mahorais tous les jours. Et justement, j'en viens à ma Où en question. est le Depuis gouvernement hier, sur le grand contournement de de Mamoudzou. Mamoudzou? Justement, depuis hier que vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vu concrètement sur le terrain?
Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Je suis allé voir notamment je suis allé à Cavani, je suis allé à Kungu. J'ai vu les conditions absolument misérables, effectivement, dans lesquelles les gens vivaient, ces immigrés vivent. Voilà, j'ai rencontré un agriculteur qui m'a dit à quel point il était victime au quotidien, au point d'être totalement découragé des vols. Il me dit, moi, toutes mes bananes, toutes mes noix de coco sont systématiquement volées. Enfin, on voit que tout ça est insupportable et inacceptable. Donc il faut que... euh, pour l'instant, je pense que le compte n'y est évidemment toujours pas en matière de lutte contre l'immigration. Donc c'est la première fois que vous venez à Mayotte. Est-ce qu'il faut venir à Mayotte pour croire les Mahorais, pour croire vos collègues parlementaires lorsqu'ils disent depuis toutes ces années être asphyxiés par l'invasion migratoire, par Non, l'insécurité? vous savez, regardez mes interventions à l'Assemblée nationale. J'ai moi-même interpellé le Premier ministre en lui demandant une opération Wambushu 2, par exemple, hein, donc, qui s'appelle Place Net, je crois maintenant. Donc non, régulièrement au relais, Dieu sait si Mansour Kamardine est engagé et combatif. Voilà, mais évidemment, on se rend compte. Ce que je mesurais peut-être pas, c'est effectivement la misère absolue quand même de cette situation sur le bord de la rivière à Kungu. Ce qu'on voit est totalement indigne et on imagine tout ce que ça engendre derrière. Vous avez l'impression d'être en France ici? Évidemment, quand même. Heureusement, grâce à Mansour, il y a ce beau panneau drapeau, sur la place du partout. marché. Et puis on sent chez les Mahorais cet attachement affectif à la France qui est quelque chose d'émouvant. Mais dit franchement, on a un peu honte quand même que la France, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10, 12 ans maintenant, depuis 2012, ait laissé pourrir cette situation. Que de retard pris. Vous savez, moi, le premier qui a, par exemple, on va parler du droit du sol, sans doute, avec le président de la République dans les semaines qui viennent, sur une éventuelle loi constitutionnelle sur Mayotte. Les premiers qui ont dit en 2005 il faut revenir sur le droit du sol à Mayotte. Et puis en Guyane, on a un phénomène un peu équivalent. C'est Mansour Kamardine et François Baroin. Que de temps perdu. Une génération est passée et malheureusement, voilà. En parlant de temps perdu, le 17 mai dernier, Emmanuel Macron a convié tous les maires de Mayotte, les 4 parlementaires et le président du conseil départemental à l'Élysée. Tous s'attendaient à recevoir des mains du président de la République les 2 projets de loi pour Mayotte. Ils sont sortis les mains vides. Comment auriez-vous réagi si vous étiez élu mahorais? J'en ai parlé avec Mansour, évidemment. Je crois que Mansour reste quelqu'un d'optimiste. Donc voilà, il y a une part de déception, évidemment, parce que le président n'a pas pu mettre les choses sur la table. Mais enfin, il ne faut pas non plus entretenir... voilà, on n'est pas au bout du processus. Ça révèle que le président de la République a sans doute pas les idées très claires sur les moyens à mettre. Voilà, on attend... sujet dont tout le monde me parle depuis que je suis arrivé, c'est aussi les questions de la situation sanitaire. L'attente du 2e hôpital qui est promis, mais rien n'a commencé. Olivier Marleix, la situation des urgences, on me dit qu'il y a que sur les 40 postes ouverts, il n'y a que 5 postes qui sont réellement pourvus, avec des délais d'attente absolument effroyables. Donc, à un moment, il faut que l'État, quand même, soit un tout petit peu plus énergique. Les élus de Mayotte font ces derniers jours la tournée des ministères pour expliquer les problématiques que rencontre Mayotte. Il y a eu des contrats, on a parlé tout à l'heure du contrat de convergence, des plans, des textes dans lesquels toutes les difficultés et les attentes des Mahorais étaient mentionnées. Était-il encore nécessaire de redemander aux élus de Mayotte une nouvelle fois d'expliquer leurs difficultés? Est-ce que ce n'est pas pour gagner du temps? C'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir. C'est effectivement l'inquiétude qu'on peut avoir de la part du président de la République. Il a annoncé que la prochaine fois, il inviterait, en plus des élus mahorais, il inviterait les présidents de groupes parlementaires. Donc j'y serai et je porterai avec beaucoup d'énergie la parole des Mahorais sur ce... Voilà, le gouvernement, l'État, c'est parfaitement... qui doit convaincre? Est-ce que ce sont les élus de Mayotte ou est-ce que c'est le travail du gouvernement qui doit justement porter ces 2 projets de loi pour Ça dépend Mayotte? des sujets. On a des sujets, on a des sujets de développement, des sujets d'investissement majeur. Là, c'est une question de moyens, de volonté, de méthode de la part du gouvernement. Regardez le nombre de ministres des Outre-mer qui se sont succédés depuis 2 ans.
c'est pas sérieux. Pas sérieux. Vous ne pouvez pas changer de ministre tous les 6 mois. Ce pauvre Philippe Vigier est venu 4 fois à Mayotte et hop, il est viré du gouvernement. Carinco aussi. C'est quand même une espèce de manque de considération pour les Outre-mer. Pour les Outre-mer, de virer les ministres d'Outre-mer comme ça. Ils n'ont pas le temps de s'approprier les dossiers et d'incarner la poursuite, la continuité de la volonté de l'État pour porter les dossiers. Et puis après, il y a évidemment des sujets juridiques. Et là, je pense que dans la majorité présidentielle, on manque un peu de volonté. Il semble qu'il y a un petit peu de flottement sur la question du droit du sol, de la fin du droit du sol à Mayotte. Justement, le droit du sol qui divise les partis politiques au niveau national. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement pourrait obtenir cette majorité pour adopter ces lois? Je pense qu'il y a une majorité tout à fait possible à l'Assemblée nationale, au Sénat. C'est vrai que pour modifier la Constitution, il faut aller un peu plus loin, avoir les 3/5 au Congrès. C'est au gouvernement d'avoir cette détermination. Moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Beaucoup d'élus, vous l'avez dit, nationaux, viennent à Mayotte, découvrent la gravité de la situation pour certains. Je pense que tout le monde peut admettre qu'il faut prendre des dispositions totalement dérogatoires aujourd'hui, d'une fermeté absolument plus forte que ce qu'on fait ailleurs sur le territoire national. Olivier Marleix, aujourd'hui à Mayotte et aux dernières élections nationales et même européennes, le Rassemblement national est arrivé en tête des suffrages. Cela n'a pas été le cas il y a encore quelques années où les Mahorais votaient largement pour les Républicains. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron partout, vous savez, d'avoir comme seul adversaire le Rassemblement national. C'est ce qui lui a permis d'être réélu président de la République. Parce que voilà, Madame Le Pen a été largement battue au second tour de l'élection présidentielle. Et voilà, c'était son assurance vie. Donc c'est un vote qui est malheureusement est totalement inutile, le vote Rassemblement national, parce qu'ils perdent à la fin. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on a des élections européennes, on pourrait aussi en parler. François-Xavier Bellamy est venu à 2 reprises à Mayotte pendant la campagne, mais il est venu dès 2019, dès le début de son mandat. Il est resté toute une semaine pour vraiment prendre le temps de découvrir tous les aspects de la vie des Mahorais. C'est pas le cas de Monsieur Bardella, qui à ma connaissance n'a jamais mis les pieds à Mayotte et n'a jamais prononcé le mot Mayotte au Parlement. Il est venu à Mayotte. Alors, je sais pas quand, mais en tout cas il n'a jamais prononcé le mot Mayotte. Donc, je sais pas pourquoi il est venu, mais il n'a jamais prononcé le mot Mayotte. Il n'est jamais monté à la tribune du Parlement européen pour Est-ce que c'est pas parce que évoquer Mayotte? Plusieurs partis, vous avez laissé justement le terrain. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que non, on l'a pas laissé. On a des élus ici extrêmement engagés. Évidemment, Mansour Kamardine qui porte la voix des Mahorais à l'Assemblée nationale avec énormément d'énergie. J'ai passé une partie de la journée hier avec Hamdil, le maire de Mamoudzou, le président du département également, qui je passerai une partie de cette journée. Voilà, on a des élus extrêmement engagés. Moi, vous savez, j'ai une grande méfiance pour Madame Le Pen quand je vois ce qui s'est passé, son attitude sur la Nouvelle-Calédonie. Moi-même été très engagé ces dernières semaines sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. C'est absolument stupéfiant de voir que alors que les Calédoniens se sont prononcés à 3 reprises contre l'indépendance. Les scrutins sont clairs. On sort de 30 années de gel de la situation. Que dit Madame Le Pen en pleine crise? Si je suis élu, je ferai un référendum sur l'indépendance. Elle est la seule à dire ça. C'est un coup de poignard dans le dos à l'égard des Calédoniens. C'est inacceptable. Mais il y a aussi des Calédoniens qui veulent aussi l'indépendance. Pardon ? Il y a des Calédoniens qui veulent aussi l'indépendance. Non, il y a eu 3, je ne peux pas vous laisser dire ça. On a eu quand même... je ne savais pas que Madame Le Pen était la représentante, le porte-drapeau des Kanaks qui veulent l'indépendance, et du FLNKS et des indépendantistes. C'est absolument incroyable. Donc c'est une vraie trahison à l'égard des Calédoniens. Et ça en dit long, finalement, sur son peu de fiabilité. Moi, je vois, vous savez, dans tous les débats, la façon dont ce parti a changé d'avis comme de chemise sur la question de l'euro, sur la question comment comptez-vous justement inverser cette tendance ? Et donc ça m'inquiète beaucoup quand même. Moi, je veux pas de promesses de dupes pour Mayotte. Une fois encore, ma famille politique, ça a toujours été un engagement constant, fidèle depuis 1975 aux côtés de Mayotte.
quand je vois l'attitude, les revirements de Madame Le Pen, je me demande ce qu'il en serait si demain les Comoriens décidaient voilà, de brûler Mayotte, si demain M. Mais Azani lançait des mots d'ordre. Voilà, en parlant des Comores, son Olivier manque de Marleix, on résolution voit et de volonté m'inquiète il y un a peu. une relation très étroite entre la France et l'Union des Comores lorsqu'on envoie une délégation française assister récemment à l'investiture d'Azali Assoumani, un président jugé par nombreux de ses citoyens comme étant un dictateur. Ouais. Vous qui avez travaillé sur les ingérences des pays étrangers en France, comment analysez-vous ce genre d'attitude de la France à l'égard d'un pays qui revendique un département français ? C'est tout à fait inacceptable et tout à fait inapproprié, effectivement. C'est un sujet central, d'ailleurs, évidemment, sur la maîtrise de l'immigration, si on va reprendre les choses en main. Depuis 7 ans, je pense qu'on a laissé dériver cette relation avec les Comores et que le président Macron, pardon de le dire, mais fait preuve d'une naïveté absolument confondante. Jamais dans notre histoire, notamment quand la droite est au pouvoir, on s'est laissé balader comme ça par monsieur Azali. C'est absolument incroyable. Là, on a envoyé effectivement un ministre pour se tenir devant lui pour sa cérémonie d'investiture, alors qu'il ne tient aucun des pseudo-engagements qui sont censés avoir pris avec des gardes-côtes. C'est évidemment le sujet numéro 1 pour établir la situation et reprendre le contrôle de la situation en matière d'immigration. C'est remettre une fermeté, rééquilibrer ces relations, arrêter d'essayer de plaire à M. Azali et savoir trouver les moyens, et on les a, les moyens. Dans le passé, quand il y a eu une grève des Comoriens pour donner les visas et faire des réadmissions, Nicolas Sarkozy a réglé ça en 10 jours. En 10 jours. Là, quand on a eu en 2018 une crise, il a fallu 9 mois. Voilà. Monsieur Macron a reçu, je crois, 6 fois le président Azali. Quel est le résultat de tout ça? Donc évidemment, il faut rééquilibrer cette relation et que la France se fasse respecter. Merci Olivier Marleix d'avoir été l'invité du Zakwili. Merci.